Dans cette émission, Daniel Ménard et Bernard de Montréal discutent du concept de l'âme sœur et de la façon dont deux personnes peuvent se reconnaître au niveau de l'âme. Bernard explique que l'évolution de l'âme est liée à l'évolution de la mémoire, et que l'expérience du couple dans une vie est basée sur la justification des énergies négatives du passé. Il explique également que l'accès à la mémoire astrale de l'âme n'a pas de valeur réelle pour l'être humain, tant que cette mémoire n'est pas vitalisée par l'esprit. Il met en garde contre le fait de se baser sur des révélations de médiums sur les vies antérieures pour guider nos choix actuels, car cela peut créer de la confusion et des fausses certitudes. En termes d'intégration de votre énergie et de fusion avec l'esprit, votre rôle dans quelques années sera de développer suffisamment de force mentale pour vous détacher de votre ego émotionnel et aller dans votre propre direction. Les questions d'âme sœur sont des questions philosophiques et métaphysiques qui ne répondent pas aux besoins de l'homme sur le plan de la gestion psychique de son moi. L'intelligence humaine permet de gérer son moi psychiquement et de déterminer si une personne est un parfait complémentaire grâce à une communication télépathique interne avec le double, l'esprit ou l'ajusteur de pensée. Le concept de complémentarité sera révélé à mesure que l'homme entrera dans une conscience concrète des relations énergétiques de l'âme. Le terme âme peut être remplacé par le terme mémoire pour se créer un nouveau vocabulaire scientifique. L'homme pourrait, par exemple, être capable de voir une partie de son passé et guérir ses corps à partir de l'énergie dans un cristal magnétisé. Le terme esprit sera également éliminé du vocabulaire humain pour accéder à une conscience scientifique de l'énergie qui participe à la construction du plan mental et astral de l'homme. L'esprit est une intelligence qui n'a pas de corps et n'est pas soumis au temps. Dans le monde de l'esprit, le temps n'existe pas et il fait référence à des dimensions cosmiques et éternelles. La fonction dont il est question ici est celle de rayonner une vibration qui se connecte avec la conscience des cellules du cerveau, créant ainsi une énergie codifiable et générant la pensée. Lorsque l'homme sera conscient, il n'aura plus besoin du concept de l'esprit car il aura une communication télépathique avec cette source d'énergie. Le concept d'âme sœur n'est pas nécessaire sur le plan cosmique car l'homme cherche un partenaire avec lequel évoluer non seulement sur Terre, mais également sur d'autres planètes et dans d'autres plans. Pour rencontrer son complémentaire, l'homme doit être guidé par son esprit et reconnaître cette personne comme faisant partie de son incarnation volontaire. La réincarnation est différente de l'incarnation, cette dernière étant une volonté créative de l'âme de s'incarner pour une fonction précise. L'homme a du mal à faire la synthèse des polarités, d'où l'ambiguïté concernant la croyance en la réincarnation. En résumé, les deux idées sont justes, mais elles s'appliquent à des plans différents. La réincarnation existe sur le plan astral et favorise l'évolution de l'âme, tandis que l'incarnation existe sur le plan cosmique et nécessite un changement de modèle à un moment donné. L'homme doit évoluer vers la conscience mentale pour se libérer des pressions astrales et entrer dans le monde éthérique. Pour cela, il doit connaître et vivre l'intelligence pure, qui n'est pas fondée sur la mémoire de l'humanité. Ainsi, la recherche de l'âme sœur sur le plan astral n'est pas nécessaire, car la complémentarité des êtres se fait sur le plan cosmique. Dans ce discours, l'auteur affirme que le retour dans le monde de la mort et la réincarnation sont une insulte à l'intelligence de l'homme. Il explique que notre incapacité à accéder à une conscience idéale et à un savoir universel est due à un mental rempli de notions appartenant au monde astral. Il critique le fait que l'homme se perde dans la recherche et accumule des connaissances qui ne lui apportent pas de certitude absolue. Selon lui, l'homme n'a pas besoin de cette mémoire et de ce bagage de connaissances, car son intelligence réside dans un plan mental qui comprend parfaitement le monde de la mort, le temporel et l'intemporel. Il affirme que la science développée par l'humanité fait partie d'une manipulation de l'énergie astrale et ne représente pas réellement l'intelligence. Il prédit que l'évolution de l'intelligence sur Terre brûlera la mémoire et permettra aux hommes de faire des choses totalement nouvelles. Par la suite, l'auteur aborde la question des lois de l'esprit et de l'âme, expliquant que l'esprit crée des lois alors que l'âme est régie par les forces lucifériennes qui descendent dans la matière. Il soutient que l'homme entrera dans une ère où il prendra conscience totale de son être, accédant à la communication télépathique avec le plan mental universel. Le phénomène de la pensée est étroitement lié à la communication humaine. Cependant, dans le futur, l'homme pourrait cesser de penser, car cela pourrait être considéré comme une insulte à sa conscience évoluée. La pensée pourrait devenir archaïque, tout comme les sciences des siècles passés nous paraissent aujourd'hui. Les avancées technologiques rapides que nous connaissons aujourd'hui montrent que la science n'est jamais terminée. L'homme évoluera et sera connecté directement avec les plans éthériques. Des nouvelles sciences et des phénomènes extraordinaires émergeront.
Dans le monde, les changements se produisent aussi à l'intérieur de l'homme, car il est un microcosme et le monde est un macrocosme. L'homme changera malgré lui, car il sera connecté directement avec le plan mental. Il sera capable de comprendre cette télépathie grâce à la science. L'épuration du mental se vivra à travers toutes les expériences de l'homme, car tout ce qui est astral et empêche cette fusion avec la source sera éliminé. Le contact avec l'astral sera terminé et l'homme vivra une communication intégrale, au-delà de la pensée. Dans cette discussion, le conférencier explique que les hommes seront séparés s'ils ne se rencontrent pas et s'entendent pas, car ils ne sont pas destinés à se rencontrer. Il affirme que les hommes sont différents les uns des autres en raison de leurs âmes, de leur passé, de leurs craintes, de leurs incertitudes et de leur naïveté. Cependant, il souligne que le savoir universel, qui provient du plan mental, appartient à tous les hommes et fait partie intégrante de leur être. Il dit que l'homme est un être de lumière et que, une fois qu'il entre dans la conscience des cellules, il ne sera plus intéressé par la spiritualité. Au lieu de cela, il sera en relation avec d'autres hommes dans leur propre science. Le conférencier explique que la mémoire sera graduellement perdue à mesure que l'homme évolue vers une conscience mentale supérieure et qu'il se connecte au plan mental. Cependant, cela n'entravera pas sa capacité à fonctionner au quotidien, bien qu'il puisse devoir mettre en place des mécanismes pour compenser cette perte de mémoire. Il précise que bien que l'homme n'aura pas les mêmes références ou réflexes, il aura une plus grande clarté mentale et ne sera pas handicapé par cette perte de mémoire. Enfin, il explique que les êtres intelligents qui ont atteint cet état de conscience vivront ensemble en harmonie. Dans cette discussion, Bernard de Montréal parle de la perte de mémoire et de son lien avec les changements de conscience et d'identité chez les êtres humains. Il explique que la perte de mémoire n'est pas réellement une perte, mais plutôt une réorientation vers une connexion plus forte avec la source. Il fait une analogie entre la perte de mémoire, la perte de cheveux et la perte de sexualité, soulignant que ces changements se produisent progressivement avec le temps. Il explique également que l'intelligence est liée à la conscience et à l'âme, et non à l'ego. De plus, il évoque l'importance de l'évolution de la conscience dans l'éducation future des enfants et la manière dont cela permettra de maintenir une connexion avec l'esprit. Il mentionne également que la mémoire de la race est moins présente au Québec, ce qui peut expliquer certains problèmes d'identité dans cette région. Enfin, il affirme que les individus conscients sont en mesure de choisir leur direction et ne sont pas simplement dirigés par des plans extérieurs. Dans cet extrait, Bernard de Montréal explique la différence entre l'homme inconscient et l'homme conscient. L'homme inconscient vit au niveau de l'âme et expérimente tout dans sa vie. Il est soumis aux forces astrales et est manipulé par elles. En revanche, l'homme conscient vit au niveau de l'esprit et ne vit plus d'expérience. Il est connecté à son mental et agit de façon intelligente, en comprenant les lois et les conséquences de ses actions. Bernard de Montréal souligne que vivre d'expérience est une insulte à l'homme car cela signifie qu'il n'est jamais sûr de ce qu'il fait. Il encourage donc l'homme à développer sa conscience intégrale afin de cesser de vivre d'expérience et de devenir une âme incarnée, capable d'agir sur le plan matériel en fonction de choix issus du besoin cosmique de son incarnation. Concernant la conscience intégrale, Bernard de Montréal explique qu'un individu conscient émet de l'énergie vers le monde, tandis qu'un individu inconscient absorbe l'énergie du monde. Il note que les individus conscients peuvent sembler moins passionnés ou stimulés que ceux qui vivent d'expérience, mais cela ne signifie pas qu'ils ne s'amusent pas. Ils ont simplement d'autres raisons plus importantes qui les empêchent de participer à certaines activités. L'homme conscient ne vibre pas nécessairement à travers les impressions qu'il absorbe, il émet plutôt son propre rayonnement. Dans cette discussion, Bernard de Montréal explique que lorsque nous vivons des expériences, notre corps produit de l'énergie astrale pour éliminer les vibrations négatives et créer des vibrations positives. Il compare l'âme à un générateur d'énergie, avec un pôle positif et un pôle négatif, et affirme que notre corps doit être en équilibre entre les deux. Cependant, les structures sociales et les impressions visuelles influencent notre conscience inconsciente et notre comportement. Il donne l'exemple de donner de l'argent aux pauvres dans les pays sous-développés, soulignant que cela peut perturber l'économie et être contre-productif à long terme. Il suggère de faire des dons aux organisations plutôt que de donner directement dans la rue. Bernard de Montréal explique également que l'individu conscient peut polariser vers le bien ou le mal en fonction de ses besoins d'énergie, mais il souligne qu'il n'est pas neutre dans le sens d'être indifférent. Il peut choisir de rechercher une énergie spécifique pour agir de manière créative dans certaines situations. Lorsque deux êtres conscients se reconnaissent,
ils cherchent une complémentarité basée sur la neutralité et la centricité. Ils recherchent une personne qui partage un niveau similaire de neutralité et qui peut maintenir un équilibre avec eux. Contrairement à l'idée que les opposés s'attirent, il est préférable de chercher quelqu'un qui partage le plus d'intérêts et de valeurs similaires afin d'avoir une vie harmonieuse. Être conscient signifie également prendre des décisions plutôt que de faire des choix, car les décisions sont déjà prises dans un état de conscience élevé. Vivre consciemment nécessite donc d'être généreux et d'aimer de manière désintéressée, en étant généreux avec sa famille et ses proches. La conscience se perfectionne au fur et à mesure que l'on devient plus transparent et que l'on se libère des mémoires et des impressions négatives. Dans cette discussion, Bernard de Montréal aborde le sujet de la générosité dans les relations amoureuses. Il explique que la générosité consiste à s'intéresser à l'autre et à ce qui lui plaît, à entrer dans sa tête pour lui faire plaisir. Pour lui, être généreux signifie se déplacer psychiquement par rapport à l'autre. Il poursuit en affirmant que trop aimer peut être une souffrance. Selon lui, l'amour est une énergie et lorsque l'homme a une conscience mentale et aime intensément, cela peut entraîner une décharge d'énergie qui devient une souffrance. T comme l'intelligence et la volonté. Cependant, avec le temps, les corps s'ajustent et s'adaptent à cette intensité. En ce qui concerne l'expression de l'amour, Bernard de Montréal souligne qu'il ne dit pas « je t'aime » à sa femme, mais plutôt « je t'aime bien » pour ne pas provoquer une réaction trop intense dans son corps. Il explique également que les gens ont tendance à diminuer l'expression de leur amour en utilisant des mots comme « mon petit nounou » ou « mon chéri », afin de ne pas créer une trop grande excitation. Il conclut en affirmant que l'amour mental est ce qui unit et maintient un couple, il le protège contre les influences astrales. Selon lui, un couple qui s'aime mentalement ne peut pas se séparer, car il est créé par l'esprit et non pas par l'âme. Les applaudissements éclatent, remplissant la pièce de joie et d'enthousiasme. La foule exprime ainsi sa satisfaction et son appréciation pour une quelconque performance ou réalisation. Ces applaudissements sont un signe de reconnaissance et de gratitude envers l'effort fourni par l'individu ou le groupe concerné. Ils représentent également un moment de partage et de rassemblement, où tous se réunissent pour célébrer ensemble cette réussite. Les applaudissements peuvent avoir un effet motivant, encourageant ainsi les personnes concernées à continuer dans leurs actions. Ils sont un symbole de solidarité et de soutien mutuel, créant un sentiment d'unité au sein de la communauté présente. Cet acte simple mais puissant peut susciter des émotions positives et renforcer les liens entre les individus. Les applaudissements symbolisent ainsi la reconnaissance et l'encouragement de l'auditoire envers ceux qui se sont produits sur scène ou qui ont réalisé un exploit.